Hello again, everyone. This is Alelwyn, and today I'm going to be doing another ambient sound study video. Now, in the last one, you guys obviously didn't know what was going on, or that was the only comment I received. So I'm going to try and make it a little bit more obvious for you this time. I'll try to talk a little bit more. Last time I was just reading through notes. This time I'm going through presentations. So basically, I have an advanced methodology and statistics exam tomorrow, and part of that class was giving an hour-long presentation. And there are, I think, 5 or 6 of us in the class. It's sad that I don't remember, but I'm pretty brain dead right now. And we each gave an hour-long presentation, give or take, and those presentations are on the exam. So I've studied all the material I need for the exam except for these presentations. So I'm going to be flipping through paper, and for those who like eating sounds, I'll be periodically munching on these. You can't see them, of course. There's absolutely no angle that I can film this at, but what they are is they're a Korean dessert from what I understand, and for people who like, I guess Anglophones will call them mochi rice cakes. They're kind of like that, only they look like they're baked, and on the inside they have almonds and I think dates. Anyway, they're like a rice cake, and they're a sweet dessert. And they're really good. So pretty much I'll be making these crinkly bag noises a little bit, some chewing sounds from like a squishy rice cake, and I'll be flipping through papers. So I'll also try to mumble to myself in French a little bit, just to give you guys something to listen to in case the papers don't get picked up. Also, I'm not home alone. My husband is here. He's doing his best to be quiet, which I really appreciate, but things happen, so you may end up hearing some extra sounds in the background. For now, I'm going to munch on one of these rice cakes. Alors, j'ai commencé à étudier, et comme j'ai dit, apparemment mon appareil a arrêté. Alors je ne suis pas trop certaine ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas entendu, mais je suis en train d'étudier les présentations de mes camarades de classe. Et celui-ci, c'est par rapport à la modélisation par ordinateur des modèles cognitifs. Il parle au commencement des algorithmes. Alors, c'est essentiellement de transformer des énoncés de si alors pour faire un processus, par exemple, pour faire du café ou peu importe. Et qu'on utilise ces algorithmes dans des ordinateurs pour créer des processus cognitifs qu'on utilise.
la première étape pour faire la modélisation par ordinateur, c'est vraiment de faire les algorithmes. La deuxième étape, c'est de faire des suppositions ad hoc. Alors après le fait, après que on a fait nos algorithmes, on doit faire des suppositions par rapport à cet algorithme-là. La troisième étape, c'est d'estimer les coefficients des poids. Parce qu'on fait essentiellement un réseau quand on fait un modèle cognitif, mais il faut supposer quels sont les éléments du modèle et il faut supposer le poids pour ces éléments. Par exemple, si on a un réseau et un modèle cognitif, modélisation par ordinateur, pour un chat, le fait que le chat a 1 à 4 pattes va probablement avoir plus de poids quand on fait la décision si c'est un chat ou non que le fait qu'il a 2 oreilles, par exemple. Mais on doit supposer les poids au commencement et après, dans une étape plus tard, on va faire des calculs pour trouver les coefficients précis. Ok, c'est quoi la 4e étape? Ok. Non, ils sont tous faux, mais on essaye de faire la meilleure approximation. Mais alors la 4e étape doit être le fait qu'on compare. Alors on commence en faisant l'algorithme. Deuxième, on fait des suppositions ad hoc par rapport à ce qui contient les cadres qui composent notre réseau. Là, on suppose les poids entre les réseaux et après ça, 4e, on compare avec ce qui existe. Et la plus faible erreur. Ok, je comprends maintenant. Alors, on utilise des key carrés pour celui-ci. Ok. Mais bien sûr, parce que c'est des données qualitatives. Oui, je comprends ça. Alors, dans ce cas, par exemple, on veut des key carrés qui ne sont pas significatifs parce qu'on ne veut pas de différence entre les deux. Et ma préférée, étape 5, recommencer. Parce qu'on ne peut pas avoir un modèle parfait parce que c'est toujours des approximations. L'ordinateur ne peut pas penser. C'est une faiblesse et c'est un don. Alors, il y a des systèmes de production, filets de discrimination et modèles connexionnistes. Sans regarder le restant de la présentation, je sais que les filets de discrimination, c'est vraiment l'idée où tu commences avec un stimuli et là tu te demandes des questions. Comme, ok, voici stimuli. Est-ce que ça a de la fourrure? Oui, non. Et là, tu te bases sur ces idées de oui, non. C'est vraiment si oui, alors. Si non, alors. Ça se base encore sur si, alors. Système de production, j'ai besoin de réviser. Modèle connexionniste, c'était vraiment compliqué. Ok. La graphique est trop petite. Alors, les systèmes de production, ça semble vraiment similaire à des filets de discrimination. Peut-être que je les ai mélangés.
Ok, alors les filets de discrimination, c'est vraiment oui ou non pour discriminer entre plusieurs stimuli. Mais des systèmes de production, c'est vraiment des règlements pour produire de quoi. Alors leur but se distingue vraiment au niveau... c'est leur but qui se distingue, ce n'est vraiment pas la méthode comme telle. Les modèles connexionnistes. Ah oui, je me souviens de ceci. Les modèles connexionnistes sont faits pour mimiquer notre comme base neuronale et ils n'utilisent pas des algorithmes. Alors, il y a des neurones, des nœuds cachés et le cortex. Et leur poids, c'est vraiment la fréquence d'association. Ok. Je comprends ça. Alors, des nœuds input et output. Et ils sont reliés par des poids variés. Mais je me souviens du fait que le prof n'aimait pas le fait que c'était des nœuds cachés parce que c'est un peu la boîte noire de Skinner. Et ils font la majorité du travail, mais on ne les décrit pas. Alors les poids sont toujours entre 0 et 1 parce qu'on ne peut pas avoir un neurone qui est 0% productive ou 100% productive. On ne peut pas avoir plus ou moins que ça. Ok. Alors c'est vraiment neuronal. Et apparemment celui-ci c'est le plus populaire pour des journaux de psychologie. Oui, alors input c'est stimulus, output c'est la catégorie ou la réponse désirée. Ok, allez, les exemples. Ok. Oui, comme j'avais dit, c'est vraiment aléatoire. Mais on le fait par backpropagation. Il n'y a apparemment pas une traduction pour ce mot-là. Et celui-ci, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est exactement. Ah oui, cette formule ici qu'on n'avait pas besoin de savoir. Ou s'il le demande, il est vraiment un prof méchant. Et mon prof de stats n'est pas méchant, alors j'espère que il ne va pas demander ceci. En tout cas, j'ai toujours il nous a dit qu'on a le choix de quelles questions on répond par rapport aux présentations. Parce que parfois on comprend mieux une présentation qu'une autre. Alors il va mettre comme 5 questions et on choisit l'une qu'on veut répondre. Ok. 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 Alors voilà, modélisation par ordinateur et révisée. Maintenant, je vais prendre une petite pause. Où est-ce que j'avais mis ça? Je vais prendre un autre petit gâteau de riz. Pas une gâterie, un gâteau de riz
je vais en manger lorsque je commence l'étude du taille d'effet, ou de la taille d'effet. Je suis certaine que vous avez entendu ça. Comme j'ai dit, des choses arrivent. Mon mari est avec moi là. Si vous entendez d'autres sons, c'est ça. Alors j'ai mangé mon gâteau. Alors en termes de taille d'effet, de la taille de l'effet, c'est vraiment juste. Ça nous donne une mesure beaucoup plus précise que la probabilité. Le P, ça nous indique juste quelles sont les chances que les risques arrivent ou non, alors que la taille d'effet explique plutôt la relation entre la variable indépendante et dépendante. Et ce n'est pas une corrélation parce que des corrélations sont bivariées, alors que les procédures expérimentales nous permettent de déterminer des liens de causalité. Alors, si on utilise la taille d'effet, c'est vraiment une unidirectionnelle en nature. Ok. Et c'est aussi possible d'avoir des résultats significatifs avec des tailles d'effet qui ne le sont pas. Alors, c'est improbable d'avoir les résultats qu'on a, mais ça ne veut pas dire que il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau des variables. Ok. Alors, la taille d'effet, c'est vraiment influencé par l'homogénéité de la variance, la taille de l'échantillon et le type de recherche effectuée. Par exemple, on a moins besoin d'une taille d'effet importante si on effectue des recherches corrélationnelles, ça dit, au lieu des résultats expérimentaux. Mon mari essaye de me torturer, pas littéralement, mais il me taquine et essaye de me faire rire pendant que j'enregistre ma voix. Mais je suis trop fatiguée et trop absorbée dans mes stats pour rire. Les stats sont quelque chose qui... C'est comme ils absorbent l'énergie. Je déteste les stats et la méthodologie. Oh, ça m'énerve. Ce n'est pas comme si je suis mauvaise, mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Ok. Alors, famille D, famille R, ce sont les deux familles. Famille D, ça examine des différences, et famille R, c'est comme des corrélations. Oui. Alors, des différences ou des relations. Ah oui, pour taille d'effet, par
par exemple, pour le dé de Cohen, c'est vraiment 0.2 est faible, 0.5 est moyenne et 0.8 est forte. Mais si on utilise le R de Pearson, c'est 0.10, 0.30 et 0.10, 0.30, 0.50 pour faible, moyen et forte. Ça dit aussi que c'est souvent mal utilisé dans les articles. Et je pense qu'on a vu ça en classe aussi, un exemple. Quoi d'autre? Ah oui, toutes les formules. Ma chose préférée. Celui-ci, c'est pas trop pire. Le D de Cohen, c'est vraiment côte Z. R de Pearson, c'est une corrélation. Le F carré, eta, partial eta squared. Je le connais mieux comme ça. C'est un peu comme le RPE, qui est quelque chose sur l'examen que j'ai étudié aujourd'hui. Oh oui, le calcul. Je me souviens quand mon ami faisait cette présentation ici, je n'avais pas ma calculatrice. Alors j'ai tout fait à la main. Il se moquait de moi parce que j'étais stupide assez pour oublier une calculatrice pour un cours de stats. Mais la formule, ce n'est pas si pire, c'est juste savoir laquelle utiliser vraiment. Et voilà la démonstration SPSS. Ah oui, et mon prof a ajouté le fait que la puissance statistique, qui est le chapitre qu'on a étudié en dernier, si je me souviens bien, et la capacité de trouver la taille d'effet, une taille d'effet significative lorsque ça existe. Et c'est vraiment démontré en SPSS. Et voilà, présentation sur la taille d'effet terminée. Et aussi, je pense que cette vidéo, j'ai mangé, j'ai tourné des pages, j'ai parlé en français. Je pense que ça termine ici. So, for everyone who's listening, I know last time I couldn't record, and this time I can't record either. I just cannot find an angle that'll work with the camera. But I tried to talk a little bit more, and I know everyone loved the French video, so I hope you guys enjoyed the French and munching and page turning. Next time I do this, I will be done exams, so I haven't decided whether I'll upload a video next Wednesday of me doing like a pre-made video of me doing homework, or if I'll just ramble and snack. Either one's possible, but I'm guessing I'll do a pre-made because I'm doing my last exam is kind of like, in order to study for it, I have to write out questions, so it'll be more of like typing sounds, which I haven't done yet. Kind of want to give that a try, so I'm guessing it'll be that. But if I'm too stressed and crazy, I'll just wait until next Wednesday and do a ramble with me munching on the kimchi that we made in the first cooking video. So I hope this one worked out a little bit better than the last one, and I will see you next week with either a snack and study video or a snack and ramble video. Until then, farewell.